Bravo, la fin de semaine vous arrive vendredi dans quelques heures. Profitez-en et bienvenue à vos actualités sur TVC9 et TV Témis. En manchette aujourd'hui, et l'industrie forestière aura-t-elle droit à un peu d'énergie? Récupérer, c'est amusant, le Témiscamingue l'a appris récemment. Au départ, c'était d'améliorer les choses pour amener du positif. L'environnement, c'est symbiotique. Hein? On vit tous sur la même planète. C'est pas parce qu'on le voit plus que ça n'existe plus. Et quelque chose qui arrive ailleurs peut avoir un impact sur nous. On l'a vu. L'histoire nous l'a enseigné très souvent d'ailleurs, donc il faut se le rappeler. Donc, si on prend soin de son propre jardin et que son voisin prend soin aussi de son propre jardin. Le château d'Arvaux, vous connaissez, on a rendu hommage à un bien de grand homme dans les années 30. Oui, on va se souvenir de M. Darvaux, mais c'est surtout son architecture, sa structure qui est vraiment hors de l'ordinaire qu'on veut préserver puis qu'on veut garder le cachet ici à Nédelec. Premier poste de police ouvert il y a 100 ans, c'est aussi en Abitibi-Témiscamingue qui est nommée la première femme responsable de poste. Été 2025, une première femme, oui, devient responsable de poste. Le 3 juillet dernier, la sergente Annie Dumont a débuté ses nouvelles fonctions en tant que sergente responsable du poste de la MRC d'Abitibi-Ouest. Madame Dumont totalise plus de 25 années de service au sein de la Sûreté du Québec et elle est la première femme dans la région responsable de poste de municipalité régionale de comté. Sur la photo, lors de la remise officielle des grades, M. François Côté, inspecteur commandant de la région Abitibi-Témiscamingue-Nord du Québec, Jacqueline Bégin, le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Mme Annie Dumont, sergente responsable de poste, et M. Kevin Lafrance, capitaine du centre de service d'Amos. Toutes nos félicitations. Rappelons que les 5 et 6 septembre dernier, on a célébré 100 ans de présence du premier détachement de la SQ établi ici en Abitibi-Témiscamingue. De l'impact pour bâtir au Canada, un Canada fort, la pauvreté et l'insécurité alimentaire au pays qui ont augmenté de près de 40 % depuis 2 ans. Ça place le Canada à un tournant décisif. Selon la fiche de rendement sur la pauvreté 2025 de Banque alimentaire Canada, la fiche de rendement sur la pauvreté cette année de Banque alimentaire Canada recommande de prioriser 3 stratégies de réduction de la pauvreté qui sont mesurables, pratiques et essentielles. Le nouveau rapport attribue la note D aux efforts de réduction de la pauvreté du gouvernement du Canada en 2025. Malgré les sombres conclusions du rapport, Kirsten Birdstay, chef de la direction de Banque alimentaire Canada, affirme que les données mettent également en évidence de nouveaux indicateurs positifs sur lesquels le gouvernement fédéral peut se concentrer pour bâtir un Canada plus fort où personne ne souffre de la faim. Bien que le rapport offre l'espoir que le Canada soit en train de franchir une étape importante dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, il met également en lumière des tendances qui soulignent la complexité et l'omniprésence de la pauvreté au Canada, tandis que chaque province et territoire fait face à des défis uniques. Le nouveau rapport confirme qu'à l'échelle nationale, 25,5 % des personnes sont maintenant prises avec l'insécurité alimentaire et le pays rencontre des difficultés à combler des lacunes en matière de chômage des jeunes, d'abordabilité du logement et de soutien social adéquatement financé. Des signes d'espoir fragiles indiquent qu'il est possible de réduire l'insécurité alimentaire au Canada, selon Kirsten Birdsley, chef de la direction de Banque alimentaire Canada, bien que les gouvernements n'ait pas encore plus de mesures pour faire face à l'ampleur de la crise, les nouveaux programmes, y compris des stratégies ambitieuses de réduction de la pauvreté, des projets pilotes de logements abordables et de nouveaux programmes sociaux comme le régime canadien de soins dentaires et le programme national de l'alimentation scolaire, sont prometteurs quant à une adoption et une expansion accrue partout au Canada. Tout emploi confondu, les employeurs du Québec prévoient accorder des augmentations salariales de 3,2 % l'an prochain, comparativement à 3,1 % dans l'ensemble du pays pour la 3e année consécutive depuis le sommet de 4,1 % prévu pour 2023. Les organisations s'attendent à ralentir leur augmentation salariale. Au moment où les organisations québécoises ont été sondées, très peu prévoyaient de geler les salaires l'an prochain, soit 2,4 %
comparativement à 5,4 pour l'ensemble du Canada. L'augmentation moyenne prévoit des structures salariales de 2,3 et 2,2 dans l'ensemble du pays. C'est ce que révèle l'enquête sur les prévisions salariales 2026 de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Selon Manon Poirier, qui est directeur général de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, pour la 4e année, les employeurs québécois prévoient octroyer des augmentations de 3 %. C'est plus que ce à quoi on se serait attendu, considérant l'incertitude économique et l'inflation qui est redevenue sous contrôle. On constate donc la volonté des organisations de demeurer attractives sur le marché de l'emploi, même si elles souhaitent un retour à des seuils plus près de leur capacité de payer. Plusieurs d'entre elles continuent de faire face à des défis de rétention et surveillent leur positionnement par rapport au marché. La rareté de la main-d'œuvre reste présente pour plusieurs métiers spécialisés, malgré un taux de chômage légèrement à la hausse. Le château d'Arvaux, vous connaissez, on a rendu un hommage à un bien de grand homme dans les années 30 avec le château d'Arvaux qui a été inauguré. Entrevue là-dessus. Parlez-moi de l'histoire du château d'Arvaux. Très belle maison dans le village qui se distingue évidemment. Parlez-moi de son histoire. Eh bien, tout ce que je peux vous raconter, c'est qu'en 1922, il y a eu un grand feu ici à Nedelec et 52 maisons ont brûlé, dont la celle de M. Darvaux. Et de 1922 à 1925, il a demeuré dans le haut de son usine de fenêtres et portes et il a aidé tous les autres citoyens à rebâtir leur maison. Et en 1925, septembre 1925, il est venu à bout d'inaugurer sa maison, qui est aujourd'hui le château d'Arvaux. Et le château d'Arvaux, on l'a gardé debout pour rendre hommage à la bonté qu'il a eue encore. On s'en souvient longtemps. Oui, on va se souvenir de M. Darvaux, mais c'est surtout son architecture, sa structure qui est vraiment hors de l'ordinaire qu'on veut préserver puis qu'on veut garder le cachet ici à Nedelec. Donc, c'est particulier. Il y a des gens qui l'habitent encore. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? C'est simplement un musée? Non. Ici, au 2e étage, où on est maintenant, ça va être un Airbnb, 2 chambres, 2 salles de bain. Et à l'étage premier, c'est un café-rencontre et on veut instaurer jeux intergénérationnels avec des tablettes, pour que nos personnes âgées puissent sortir, puissent venir faire des rencontres, puissent venir faire des jeux. Le bas, c'est vraiment un lieu rassembleur. Nedelec se charge de l'administration. Comment ça fonctionne? C'est incorporé à la municipalité? C'est un site touristique? Non, c'est vraiment le comité de valorisation et de développement de Nedelec qui va gérer le château d'Arvaux. Présentement, la municipalité est très généreuse. Le temps qu'on faisait les rénaux, nous ont offert de payer l'électricité et les assurances sur le bâtiment, mais jusqu'au 31 décembre 2025. Après, on devra être autonome et reprendre les charges administratives du bâtiment. Et qu'est-ce qu'on en fait là, dans les prochains jours, les prochaines semaines? Qu'advient-il du château d'Arvaux? Bien, ça va être de s'enregistrer sur le site de Airbnb et de pouvoir voir si on est capable d'avoir des réservations. Et c'est sûr, on cherche une personne ressource qui pourrait prendre en charge le café-rencontre. On pourrait avoir le café-rencontre qui démarrerait là, parce qu'on est prêt, c'est terminé les travaux. Il reste quelques travaux à l'extérieur, mais ce qui n'empêche pas les activités à l'intérieur de démarrer n'importe quel temps. Donc, les aînés comme les plus jeunes vont pouvoir venir prendre leur café, se raconter les dernières jokes et aventures dans le village et dans les villages alentours, parce que c'est encore plus drôle que quand on parle des affaires d'ailleurs. Mais bravo pour cette activité-là. Ça a duré, évidemment, ça date d'il y a au-delà de 50, 60 ans. Et maintenant, bien, vous ramenez ça en 2025 et pour l'avenir, parce que ça va être du solide, ça, là.
Ah, sûrement. Moi, j'y crois. Je pense que c'est quelque chose qui peut prendre son envol. C'est vraiment maintenant que les travaux sont finis. Parce que la maison, depuis, je pense, 2015, n'avait pas été habitée. Alors, elle était vraiment manquait d'amour. On est rendu là. Je pense que maintenant, on peut prendre notre envol puis faire quelque chose de bien pour Nedelec. Vous voulez faire naître d'autres choses alentour du château, développer, attirer des gens au niveau touristique? Comment ça va se passer? Comment dans votre cœur, vous pensez à quoi, là? C'est sûrement qu'on veut développer. Moi, j'aimerais voir une terrasse, voir le jour à la première étage, qu'on puisse donner des spectacles, qu'on puisse faire des Saint-Jean, qu'on puisse faire des choses avec notre château. Je veux le mettre en valeur. Je vois grand pour le château d'Arvaux. Donc, l'attrait est là à Nedelec. À vous d'en profiter, mesdames, messieurs. Et voilà, à vous d'en profiter. Nous sommes ouverts. Venez nous voir. Venez voir les beaux résultats de toute cette rénovation qui a été faite. Et c'est très beau, donc ça va être encourageant d'y organiser plein de choses. Ah, sûrement, parce que là, c'est vraiment fonctionnel. On a des belles armoires. Quelqu'un qui veut vraiment s'y mettre, elle a l'acquis qu'elle peut travailler avec. Et amusez-vous bien et bravo pour l'effort. Merci beaucoup. Puis je vous invite, citoyens, citoyennes et la population du Témis, de venir nous voir ici à Nedelec. Êtes-vous familier avec le tri et la récupération des matières résiduelles? Il y a des activités de sensibilisation qui ont ouvert grand les oreilles et les yeux avec la jasette autour du bac. Le vulgarisateur environnemental Grégory Pratt est venu nous convaincre récemment qu'il est possible d'avoir du plaisir en parlant d'environnement. Je retiens une chose de votre présence au Témiscamingue et auprès des jeunes et moins jeunes d'ici, c'est qu'il y a moyen de parler d'environnement en ayant du plaisir. Pourquoi ramener cette phrase-là? Bien, parce que moi, je pense que si on a du plaisir, on retient. On retient ce qui nous a fait sentir bien. On retient ce qui nous a provoqué une émotion positive. Donc, moi, j'essaie d'amener ça. On le sait, en environnement, même si je disais « Tout va mal, on va tous mourir », on n'a pas le goût d'agir dans ce temps-là, on panique. Tandis que si on dit « Regardez, ce geste-là, ça donne ça, c'est le fun », puis les gens disent « Ah, c'est facile dans le fond ». Donc, c'est vraiment un peu comme quand on apprend à conduire. Quand on apprend à conduire, on a de la difficulté à regarder l'heure, on a de la difficulté à changer une station parce qu'on reste concentré sur la route. Puis à un moment donné, tout vient naturel, on peut même avoir une conversation. Bien, c'est la même chose avec la récupération, avec la gestion des matières résiduelles en général. C'est qu'on peut rendre ça simple et ludique. Puis c'est un peu l'objectif de venir rencontrer les étudiants aujourd'hui, c'est de jaser avec eux. Les gens de mon âge, de notre âge, ça fait quand même longtemps qu'on est... Est-ce qu'on peut dire habitué à la récupération, à faire attention à l'environnement? Bien, en fait, sur notre histoire, ça fait très peu de temps. Moi, je suis allé en Allemagne, j'avais 4 ans, ils faisaient du compost. Et nous, on vient de commencer à faire du compost. Il faut se rappeler qu'il y a 3 décennies à peine, on brûlait encore les déchets au bout du chemin de la Dompe. Hein? Richard Desjardins le chantait si bien. Donc, le chemin de la Dompe, ça existe encore. Mais maintenant, on est capable de mieux gérer. Il faut savoir qu'à la MRC, ça coûte 1,5 million par année en enfouissement. Donc, ça, c'est de l'argent qui pourrait être utilisé pour un skatepark, pour une piscine, pour des services à la population. Donc, moins on enfouit, plus on composte, plus on récupère, plus on a de chance d'avoir des infrastructures qu'on a le goût d'avoir. Et vous faites la tournée de la région. Vous en parlez à travers le Québec d'environnement. Oui. Comment est le phénomène en 2025? Ah, c'est particulier. On est dans une époque où je sens un épuisement. On a passé une période où il a fallu s'adapter. Je ne veux pas vous rappeler de mauvais souvenirs. Donc, on est un peu épuisé de l'adaptation. Donc là, c'est important de ramener le plaisir et d'éviter les « il faut ».
mais plutôt de ramener ça à ça te tente dessus qu'on le fasse ensemble. Donc, en le faisant ensemble, ça amène aussi un aspect de plaisir et de création collective. Hein? C'est ça la période où le Québec était le plus hot, hein? C'est quand on faisait de la création collective. Donc, disons que l'environnement, ça peut être aussi une amélioration sous forme de création collective. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de semer un peu partout au Québec. Puis, les gens qui se déplacent pour venir, soit au 5 à 7 ou les groupes que je rencontre, tout ça, sont étonnés de mon ton. Parce que d'habitude, l'environnement, c'est culpabilisant, on se sent inadéquat. Puis quand on se sent inadéquat, si vous n'êtes pas bon au ballon chasseur, vous n'avez pas envie de jouer au ballon chasseur. Donc moi, j'ai envie de donner le goût aux gens de participer pour dire « vous êtes bon dans ce que vous faites ». Et l'environnement, c'est pas que de la chicane, parce que quand on parle d'environnement maintenant, ben c'est toujours des gens qui salissent l'autre, puis qui sont pas d'accord, puis qui étouffent l'autre, puis tu sais, c'est pas ça l'environnement. C'est au départ, c'était d'améliorer les choses pour amener du positif. Bien, l'environnement, c'est symbiotique, hein? On vit tous sur la même planète. C'est pas parce qu'on le voit plus que ça n'existe plus. Et quelque chose qui arrive ailleurs peut avoir un impact sur nous. On l'a vu. L'histoire nous l'a enseigné très souvent d'ailleurs, donc il faut se le rappeler. Donc, si on prend soin de son propre jardin et que son voisin prend soin aussi de son propre jardin, et là, c'est au sens poétique du terme, mais si on prend soin de notre espace, c'est l'ensemble des espaces qui vont mieux. On a commencé, nous les plus vieux, à ceux qui participent peut-être plus à votre 5 à 7, là, à réduire les déchets. Hein? Oui. C'est par la réduction. Là. Je me souviens d'une époque là, des 3 R, ça se peut. L'époque est encore vraie, c'est-à-dire les 3 RVE, réduction, réemploi. Puis là, quand je dis réduction, on ne se prive pas. Là. On fait juste faire les choses différemment. Réduction, réemploi, recyclage, valorisation et enfouissement en dernier lieu. Donc, tout ce qui nous fait monter dans la hiérarchie, donc tout ce qui détourne de l'enfouissement, est positif. Le réemploi, on le voit, de plus en plus, les gens partagent les choses. Il y a des mouvements qui prennent place de partage, même les marketplaces de ce monde où on peut vendre usagés, tout ça, les friperies pour acheter des choses usagées qui sont souvent en très bon état, les ressourceries. Il faut savoir que les ressourceries, les boutiques de réemploi réinjectent cet argent-là dans la communauté. Donc, ils viennent... Par exemple, les paires de jeans que vous allez donner vont être achetées par quelqu'un. Cet argent-là va être utilisé peut-être pour un panier de Noël. Donc, c'est vraiment de travailler tout le monde en équipe pour améliorer notre communauté. C'est comme ça qu'on devient fort. Comment les citoyens que vous rencontrez perçoivent la récupération, puis tout ce qu'il y a autour? C'est positif, c'est encore à apprendre, c'est... Ben, je ne suis pas sûr que je vais le faire parce que dans certains pays, ils l'utilisent pas. Bon. Oui. Comment c'est perçu? Bon, c'est à géométrie variable, ça dépend de notre niveau de connaissance. Ce que vous citez, là, de dire, oui, mais dans certains pays, ben oui, dans certains pays, mais on serait étonné de savoir que la Chine a fait beaucoup de choses pour l'environnement, peut-être même plus que nous. C'est-à-dire qu'on se trouve bon, c'est vrai qu'on l'est, mais il se fait des choses merveilleuses dans le monde. Moi, j'ai envie de dire, inspirons-nous des meilleurs au lieu de se comparer au pire. Et je pense que les gens qui viennent sont agréablement surpris du pouvoir qu'ils ont. Et ça, c'est quelque chose que aussi, on a le sentiment d'avoir perdu le réel pouvoir d'agir, le réel pouvoir d'action pour changer les choses. Mais ce serait étonnant de découvrir tout ce qu'on est capable de faire pour changer le monde, pour améliorer notre société. Et c'est l'ensemble des sociétés qui vont faire qu'on va vivre dans un monde meilleur. Donc, les gens sont très ouverts à ça. On a besoin de joie. Moi, c'est ce que je m'en viens semer dans le coin. Puis on a besoin d'espoir. Et c'est ce que j'essaye d'inspirer. C'est pas vrai que ça sert à rien de faire attention à son environnement puis de récupérer notre papier puis notre petit restant de bouffe pour mettre à la récup. Ça sert à quelque chose. Dites-moi pas que je fais ça pour rien. En fait, non, je vous rassure, 76 % de ce que vous mettez au bac de récupération est recyclé.
Fait que c'est très bon. On peut faire mieux. Moi, 76, je passais à l'école. Fait que c'est quand même bien. On est-tu capable de faire mieux? Oui. Tantôt, je parlais avec des étudiants, justement. Je disais, c'est quoi vos loisirs? Ils me disaient, moi, j'aime aller à la pêche. J'aime faire du 4 roues. J'aime aller à la chasse avec mon père. Mais je disais, plus on va polluer, moins tu vas faire ça. Parce que du 4 roues, ça se fait dans le bois. Fait qu'il faut prendre soin de son bois. Puis si t'aimes ça aller à la pêche, bien, arrête de jeter n'importe quoi dans le lac ou dans la rivière, tu sais. Prends soin de ton environnement, puis tu vas garder la chance que tu as de vivre dans un lieu aussi extraordinaire. Moi, je viens de Montréal ou de la région de Montréal. Des espaces comme vous avez ici, j'en ai pas, moi, chez nous. Fait que je sais c'est quoi manquer d'espace. Vous êtes juste pas rendu à savoir ça va être quoi si mon espace devient pollué. Mais moi, je viens vous inspirer à dire prenez soin du joyau que vous avez parce que vous vivez vraiment dans une région magnifique. C'est important d'en prendre soin, puis de pouvoir offrir ça à nos enfants. On n'a pas envie de dire à nos enfants, moi, dans mon temps, on pêchait, mais là, on ne peut plus pêcher. C'est important. Ça fait partie des choses qui font partie de notre culture. Il faut préserver cette culture-là. Donc, il faut préserver notre environnement. Notre environnement nous rend énormément de services. Les arbres filtrent, les arbres améliorent la qualité de l'air, puis on le sait, des maladies pulmonaires, des maladies au niveau de la respiration, des maladies qui sont causées par la pollution, ça a des enjeux très graves. Donc, vraiment, moi, je pense qu'il faut préserver ce qu'on a. On est privilégié de vivre dans un univers comme ça. Et notre planète est récupérable avec le comportement des jeunes et moins jeunes qui y vivent? Je vais vous dire une référence de personnes plus expérimentées. Il disait à Fort Boyard, « Prends ton temps, mais fais ça vite. » Je pense que c'est là qu'on est rendu. Merci, cher monsieur. Merci, à bientôt. Le Festimi a dit bienvenue aux immigrants cet été à Radisson, dans le nord du Québec, festival qui permet de faire découvrir aux habitants du secteur les différentes cultures des immigrants qui habitent le village. Effectivement, l'endroit qui compte une trentaine de personnes immigrantes, mais la population est de 150 habitants au total. La SQ et ses agents Villers et Allary qui ont participé à l'événement, permettant de souder des liens avec la communauté de nouveaux arrivants et d'en créer avec leur service de police. Un festival qui permet de faire découvrir aux habitants de Radisson les différentes cultures des immigrants qui habitent le village. À noter que la Sûreté du Québec effectue sur demande une présentation pour la communauté ethnoculturelle. Elle permet aux nouveaux arrivants de connaître les lois et droits des citoyens canadiens, le travail des policiers et couvre un volet en matière de sécurité routière. Pour avoir cette présentation dans votre milieu, vous pouvez vous adresser par courriel à l'adresse joel.dion@surette.qc.ca. Parlons de sport. Le Témiscamingue félicite Elisabeth Manceau. Elle a reçu le prix du Blizzard de l'année en softball. Bravo. En hockey, Great Major Hockey League. Bravo à Tristan Guimont. Solide en défense et auteur de 3 points cette semaine. Et les joueurs de la semaine chez les Pirates de Ville-Marie. Qu'on ne cherche pas, Marc-André Caron et sa gang en fin de semaine. Ils jouent sur la route en affrontant les Renegades de North York samedi, puis dimanche les Rattlers de Bradford. On s'arrête là-dessus pour l'instant. Merci de votre attention et à la semaine prochaine où nous attendent bien des nouvelles et d'intéressants intervenants. Ce qui se passe chez nous, ce sont les Infos Témis. Bonsoir et à bientôt.